On vous retrouve, nos chers invités, nos chers téléspectateurs, pour la suite. Nous sommes avec Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. La localité de Boyo, dans la préfecture de la Ouaka, a été le théâtre d'incidents graves le 6 et le 7 décembre 2021, avec une dizaine de civils tués, des cas d'imputation, d'extorsion et de destruction d'habitations, et près de 1500 personnes déplacées, a annoncé lundi l'ONU. Pasteur Edo Komi, tout cela se passe en Centrafrique. Oui, la Centrafrique, toujours, la Centrafrique qui ne retrouve pas toujours la paix. Qui ne retrouve pas toujours la paix. Vous savez, la paix est si chère. La paix est si chère. Mais ça ne veut pas dire seulement que, si on parle de la paix ne veut pas seulement dire absence d'armes. Parce qu'il y a absence d'armes, il y a absence de guerre. La paix aussi, c'est que quand les gens ne trouvent pas à manger, quand les gens sont victimes d'injustices sociales, des inégalités sociales, ça aussi, ça menace la paix. C'est des facteurs qui menacent la paix. Qui menacent la paix. Donc la paix, il faut toujours préserver la paix. Il faut préserver, faire tout pour préserver la paix, mais pas seulement en pensant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de guerre, mais au même moment, à favoriser le climat, à favoriser l'environnement pour que chacun puisse vivre dans les normes. C'est très important. Centrafrique n'en revient pas toujours. Et qui a intérêt que Centrafrique s'enlise toujours et toujours dans les affrontements communautaires, dans les actions des rebelles, dans les exactions, et qu'il n'y ait que des morts et des morts en Centrafrique. C'est la question qu'on se pose. Finalement, on a l'impression que le fait que nos terres, les terres africaines, les sous-sols africains regorgent de minerais, de ressources minières, ça devient une malédiction. Ouais. Purement une malédiction. C'est une malédiction. Au lieu d'être une bénédiction, ça devient aujourd'hui de malédiction. Centrafrique est immensement riche et c'est ça qui attise les convoitises, qui suscite les convoitises et qui fait que la Centrafrique, le pays est entre les puissances occidentales et entre même les pays voisins qui veulent exploiter ces richesses, donc ne veulent pas que Centrafrique connaisse la paix. La France de l'autre côté, la Russie et autres. Bon, donc, on était en train de savourer la victoire du régime centrafricain sur les rebelles avec l'aide du groupe Wagner, des paramilitaires russes. Et voilà ce qui se passe encore, les rebelles anti-Balaka qui surgissent encore et qui créent la désolation au sein des populations. Décidément, la Centrafrique est loin de sortir de ces souffrances, loin de sortir de ces difficultés. Et décidément, ça fait très mal. Il va falloir que les Nations Unies nous disent réellement ce qu'elles font dans ces pays qui sont en guerre, dans ces pays qui sont en insécurité. Les Nations Unies font quoi exactement? Parce que quand vous prenez la RD Congo, l'histoire a prouvé que l'ONU, le plus gros contingent de l'ONU, c'est en RD Congo. Ouais. Des milliers d'hommes. On voit tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez l'insécurité, regardez les rebelles qui agissent un peu partout. Où le territoire même, le président Félix Tshisekedi contrôle quoi même? Contrôle seulement Kinshasa. Vous prenez le reste du pays, ce pays qui est vaste, vous prenez, c'est les rebelles. C'est les rebelles. Pourtant, on voit l'Ituri, par exemple, ce sont les armées ougandaises et congolaises qui font incursion. Bon, donc, c'est dire quand même que il faut repenser la mission des Nations Unies. Soit on leur donne la force d'agir en sens, c'est-à-dire au terme du mot, d'agir pour contrecarrer les forces opposées aux forces loyalistes. C'est comme si on leur donne des bâtons, on dit bon, allez-y, les rebelles peuvent vous tuer et vous n'allez pas riposter. En tout cas, c'est l'impression que je semble avoir finalement.
Et voilà ce que l'armée, les soldats togolais, vous les voyez, qui meurent. Donc, vraiment, que les Nations Unies ne sacrifient pas ces hommes. Qu'il y a une résolution forte des Nations Unies qui donne le pouvoir. Au casque, on dit casque bleu, voilà aussi, on dit casque bleu. C'est pour aller maintenir l'ordre, c'est pour maintenir, ce n'est pas pour aller tuer, mais c'est pour maintenir. Mais si les autres tirent sur vous, vous n'allez pas riposter. Et donc c'est un peu grave. La situation en Centrafrique, ça continue par inquiéter. Et dans tout ça, l'Union africaine est où? Je m'arrête là-bas d'abord pour que mon collègue, mon collègue poursuive l'émission. Oui, Germain, Pasteur Ido Komi parlait de l'Organisation des Nations Unies. C'est d'ailleurs elle qui a condamné fermement cette attaque ciblant délibérément les populations civiles à Boyo et dont les auteurs sont des éléments armés coordonnés et assimilés aux anti-Balaka. Alors, Germain, ce qu'on ne comprend pas, on nous a dit que le groupe Wagner fait le travail et continue de faire le travail. Ces attaques sont récurrentes. Tout récemment, c'était 20 civils qui ont été tués. Il y avait également des gens qui ont été assassinés. Et finalement, la Centrafrique, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, on est loin d'avoir une satisfaction totale quant à ce qui concerne la paix réelle. Oui, on est encore loin. Il y a beaucoup à faire, mais le président, ça dira, se bat comme il peut. Ils ont des anciennes alliances, ils tissent de nouvelles pour espérer donc arriver à pacifier le pays. Vous savez qu'en ce moment, il est en train d'ouvrir un dialogue national qui a la particularité malheureusement de ne pas associer les groupes rebelles, les groupes armés, ce qui va être compliqué. Donc c'est l'opposition politique et la société civile qui sont associées. Et on fait ce reproche-là, ce dialogue, il aurait dû s'ouvrir également sur les groupes armés, ça n'a pas été fait. Et dans la perspective de ce dialogue-là, il a décrété unilatéralement un cessez-le-feu depuis mi-octobre. Donc lui, le groupe Wagner, les soldats rwandais aussi qui travaillent pour le gouvernement de Touadéra, tous sont arrêtés de se battre. Donc ils ont décrété un cessez-le-feu et c'est dans cette situation-là que déjà, comme vous le disiez, en fin novembre dernier, il y avait eu des soldats et des civils qui avaient été tués, presque une trentaine. Et là, ça vient s'ajouter cette exaction-là qu'on attribue aux anti-Balaka qui sont assimilés à des milices chrétiennes. Et donc, et là, ça ouvre encore le débat sur l'insécurité et ça va faire prendre une autre tournure aussi donc à la situation sécuritaire dans ce pays. Maintenant, quel est le rôle de l'ONU? L'ONU n'est pas là pour se battre. L'ONU est là pour empêcher que les gens se battent. C'est vrai que, comme le dit le pasteur, il faut revoir un peu le mandat de l'ONU parce que quand on voit ce qui s'est passé au Mali avec les casques bleus togolais qui ont été tués par exemple, ils savent où se trouvent les djihadistes, mais ils n'ont pas pour mission d'aller les neutraliser. Ils ont pour mission d'empêcher que les deux camps se battent. Et donc ça a toujours été un peu la mission de l'ONU depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'instaurer la paix, de faire en sorte que le monde ne vive plus l'enfer. Et donc, ça fait que partout où il y a ces missions de l'ONU, les populations se plaignent parce qu'elles attendent de ces missions une protection, mais il n'en est rien. Et ils sont là un peu comme pour faire un barrage pour que les gens ne s'attaquent pas. Et donc, les populations un peu partout, en Centrafrique, au Mali et ailleurs, ne comprennent pas la mission de ces milliers de soldats. Là, on a au moins 13 000 en RDC. On en a des milliers au Mali, où aujourd'hui, on compte pratiquement 156 morts au sein des casques bleus, donc au Mali par exemple. Et c'est un peu déplorable. Mais c'est le rôle de l'ONU, c'est empêcher que le monde devienne une affaire, c'est empêcher aux gens de se battre. Est-ce qu'il faut qu'ils se mettent aux côtés d'un camp contre l'autre pour dire ben nous on combat? C'est un peu la difficulté. Il appartient aux armées nationales de s'organiser pour
sécuriser le territoire, ce qui est assez difficile. Et quand la communauté internationale intervient, c'est généralement pour ouvrir des négociations. Les gens se font la guerre, après ils se mettent à table et puis ils se partagent le pouvoir. S'ils s'entendent, c'est bon. S'ils ne s'entendent pas, demain ils reprennent les armes, après ils reviennent. Donc on est un peu dans un jeu qui n'arrange pas du tout la population, mais qui arrange évidemment ces acteurs-là, ces seigneurs de la guerre et ces dirigeants-là qui sont dans ces situations. Donc il y a le président centrafricain qui veut ouvrir un dialogue. Il espère que ce dialogue va aboutir à des résolutions qui lui permettront de bien travailler. Donc c'est pour ça que les Russes et les Rwandais qui se battent aux côtés des forces de la Centrafrique ont observé une trêve donc depuis le 15 octobre, je pense. Et donc aujourd'hui, face à cette situation, est-ce qu'il ne faut pas s'organiser autrement, et surtout que ce sont les groupes d'autodéfense qui se mettent en jeu. Demain, ce n'est pas surprenant que les ex-Séléka rentrent aussi dans le jeu. Et ça va être vraiment dommage, on va revenir à la case départ. Alors, le dialogue, finalement, la panacée, pasteur Edo Komi, comme Germain l'a vu, le président Faustin Archange Touadéra est soutenu par les forces rwandaises, les forces centrafricaines même, et puis les Russes, le fameux Wagner. Finalement, on ne voit pas, même si on dit qu'aujourd'hui, le président a 80% du territoire centrafricain, il y a toujours cette tuerie. Comment faire pour éradiquer définitivement cela? Non, c'est vrai quand même qu'avant Wagner, Touadéra ne contrôlait que un tiers du pays. Donc c'était seulement Bangui et quelques banlieues de quelques localités. Mais avec quand même Wagner, les rebelles sont éparpillés un peu partout. Et ça, il faut le saluer. Maintenant, il faut que l'armée centrafricaine puisse prendre la relève, puisse prendre la relève et être équipée pour pouvoir faire face à des incursions des rebelles. C'est très important. Moi, je crois que ces anti-Balaka, même entre-temps, est-ce qu'ils n'avaient pas signé quand même des accords de paix avec le pouvoir le régime de Bangui. Aujourd'hui, ils reviennent encore avec des armes. On ne saurait le dire, parce que les armes, nous en Afrique, on est seulement consommateurs. On est consommateurs des armes, nous ne sommes pas des producteurs. Et en consommant les armes, on se rend compte à l'évidence que ça ne fait que tuer les populations civiles innocentes, les gens qui se battent pour trouver leur pain quotidien. Et ce sont ces gens-là qui sont victimes. Et il a schématisé tout à l'heure que ces conflits, ces guerres, souvent n'arrangent que les dirigeants et les seigneurs de guerre. Parce qu'ils en profitent. Ils laissent les populations civiles dans le désarroi, dans l'angoisse totale. Et donc c'est ça qui fait mal. Et du coup, la situation centrafricaine, il est vrai quand même qu'il faut ouvrir. Même, vous savez, les guerres les plus atroces, les plus horribles se terminent toujours par la table de négociation. La table de négociation. On partage, comme Germain l'a dit. Pour le partage. Les rares exceptions, c'est quand vous arrivez à neutraliser l'ennemi totalement. À neutraliser totalement les ennemis, alors là, ils n'existent plus. Mais dès qu'il y aura encore comment on appelle, il y aura encore des reliquats, ben ces reliquats vont continuer toujours par agir. Et on doit finir par la table de négociation. Donc, mais on aurait aimé quand même que cette négociation puisse être inclusive, pour que tous ces gens-là puissent parler à la table de négociation et permettre à la Centrafrique de retrouver la paix. Mais comme je le disais, des gens tapis dans l'ombre ne veulent pas que nos pays d'Afrique retrouvent la paix. Parce que tant qu'il y aura la paix, nous n'allons plus échanger. Nous n'allons plus échanger nos ressources avec les armes. C'est très important. Nous n'allons plus échanger nos ressources avec les armes. Puis c'est ce qui se fait. C'est le troc. Vous me donnez les armes, vous me donnez les armes, je vous donne les ressources minières que nous disposons. Et donc, on n'aura jamais la paix. Mais il va falloir que nous-mêmes, nous peuples d'Afrique, même, nous prenions conscience de la chose.
que nous n'allons plus acheter les armes pour nous tuer, pour nous entretuer, pour nous entretenir. Et tant qu'on va rester dans ce chemin de nous opposer, eh bien, l'ennemi s'infiltre et l'ennemi c'est lui qui tire qui s'empare de la part de lui en continuant pas à vendre les armes, écouler les armes, même s'il y a les embargos, les armes se vendent. Et nous, on sera toujours victimes en Afrique. Alors, le dialogue, Germain Pouli, la solution, c'est que plusieurs dialogues ont été une sorte de banqueroute pour cette république. On se souvient du dialogue de Khartoum qui n'a presque rien donné. Alors, le président Touadéra, comme vous l'avez dit, a soif de pouvoir dialoguer avec le reste de l'opposition et les groupes armés. On sait que François Bozizé se trouve actuellement au Tchad. C'est l'autre cas. Donc, il faut tout faire. Il faut tout faire pour avoir ce dialogue. Oui, mais ça va être assez difficile parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire une émission sur BBC avec le porte-parole du pouvoir centrafricain qui disait assez clairement qu'ils ne vont pas instituer la rébellion en l'invitant au dialogue. Oui. Donc, dans leur tête, c'est exclu. Oui. Qu'il ne peut pas avoir de dialogue. La condition, il faut peut-être déposer d'abord les armes. Voilà, donc c'est assez cette position qui est politiquement correcte, mais ne sera pas efficace pour ce qu'on attend du dialogue. C'est vrai aussi que des pays comme le Tchad, d'où viennent régulièrement ce genre de rébellion, aujourd'hui hébergent ou accueillent la plupart de ces chefs de guerre. Donc, le Seigneur. Ouais, qui sont là-bas, et dont le pouvoir centrafricain n'a pas envie de dialoguer avec eux. Et ne pas le faire, je pense que ça ne va pas aboutir à une solution pérenne. Tant que les gens sont hors du pays avec une capacité de nuisance et qu'à tout moment ils peuvent revenir, vous ne réglez pas le problème. Ils veulent seulement dialoguer avec l'opposition qui est à l'intérieur. Et vous savez qu'entre-temps aussi certains membres de cette opposition étaient menacés, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont menacé de lever l'immunité de certains. Vous voulez parler de Kassoua, par exemple? Ils ont laissé tomber. Mais ce dialogue va être assez compliqué si on n'associe pas les groupes armés, même ceux-là qui viennent d'attaquer, et ceux qui sont hors du pays aujourd'hui, qui ont été mis en déroute par le groupe Wagner et les Rwandais. Il faut qu'ils soient à la table de négociation. Je ne sais pas comment Touadéra envisage les choses, mais j'ai comme l'impression qu'il opte pour la solution dont parlait Pasteur Edo tout à l'heure, c'est d'arriver à combattre définitivement la rébellion, l'écraser et être seul, parce qu'il parle du principe que lors de sa campagne électorale, il a promis de ramener la paix au pays, donc il use de tous les moyens dont il dispose pour le faire. Sauf que aujourd'hui, c'est vrai, les rebelles sont en déroute pour la plupart, mais l'apparition d'Antibalaka, ce n'est pas sûr qu'elle ne ramène pas les ex-Séléka pour faire aussi des exercices. Ça veut dire que ce massacre-là auquel on a assisté, le 6 et 7 décembre dernier, pourra faire en sorte que le pays soit de plus déstabilisé au moment où le président Touadéra cherche un dialogue à tout prix. Ça va être une équation très difficile. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres forces en présence, comme la communauté internationale, la France qui est un peu acculée et presque chassée de la Centrafrique, l'Union européenne qui vient aussi, et donc il faut vraiment trouver une solution. Et puis l'ONU aujourd'hui qui dénonce ce genre de situation, il faut que cette mission-là revoie un peu son mandat pour pouvoir aider un peu plus ce pays-là. Alors, la mission des Nations Unies en reprise centrafricaine a appelé tous les groupes armés centrafricains à mettre immédiatement fin à leurs attaques contre les populations et respecter le cessez-le-feu déclaré par le président Faustin Archange Touadéra le 15 octobre 2021. Oui, c'est l'appel de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que ce n'est pas un appel diplomatique? Vous avez trouvé juste, c'est tout. C'est des formules, c'est les mêmes formules qui n'ont jamais produit de résultats. Condamner, dénoncer,
Ça s'arrête là. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est de revoir le format, le mandat des Nations Unies, pour que les gens soient équipés. D'ailleurs, on ne peut pas accepter que les rebelles, ceux qui se rebellent, hein, qui n'ont pas droit d'avoir des armes, qui n'ont pas droit, qui ne sont pas des forces régulières, puissent s'opposer, puissent doter d'une telle capacité de nuisance, et qu'on veut faire la paix, en les dorlotant. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot qu'on vient, mais en les dorlotant. Non, ces gens-là, il faut marcher. Enfin, c'est ça, hein, il faut marcher. Il faut marcher. La situation, non, il faut marcher. Non, je dis le principe, hein, comme il a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut marcher sur ces gens-là pour ne pas avoir de modèle, c'est-à-dire pour que d'autres personnes ne soient inspirées par la même stratégie. Mais le problème marché, ça va occasionner encore des pertes. Oui, mais est-ce qu'on va laisser les rebelles continuer par massacrer? Et d'ailleurs, c'est pourquoi on appelle au dialogue. Mais tout à fait. Il a dit que tout à l'heure, pour le gouvernement centrafricain, il ne faut pas institutionnaliser les rebelles. Il faut pas, c'est comme si on les appelle, mais les rebelles aussi, à travers les massacres, s'expriment. Ils s'expriment aussi, ces groupes-là s'expriment. C'est pour dire que vous devez compter sur nous en nous appelant au dialogue. C'est pourquoi s'il y a des scènes d'atrocité, c'est un moyen d'expression des rebelles. Ils s'expriment aussi. Donc ils ont dit, ils sont exclus, donc il faut qu'ils s'expriment. Mais cette manière de s'exprimer, ça nuit aux populations. Et si le gouvernement de Touadéra les plie ou bien adhère à ce langage-là, ben, d'autres personnes aussi vont revenir. C'est pourquoi les Nations Unies, la condamnation des Nations Unies est tout à fait diplomatique et tout à fait, c'est ces gens de formules que nous avons toujours eues, mais il va falloir quand même qu'on aille au-delà. Qu'on aille au-delà pour que ces groupes-là, parce que ce sont ces groupes-là qui détruisent l'Afrique. Vous les voyez un peu partout sur le continent qui s'organisent et qui ont un maître. Comme le groupe Wagner aussi. Oh ben écoutez, le groupe Wagner, il faut. Le groupe Wagner aussi a un maître. C'est que par rapport. Le groupe Wagner aujourd'hui. On a récemment entendu parler du groupe Wagner, ça existait depuis, ça a fait ses preuves dans d'autres pays, mais sur le continent, c'est tout récemment qu'on a entendu parler du groupe Wagner. Mais au moins, ce groupe Wagner a aidé quand même Touadéra à prendre le dessus, à nettoyer les rebelles de son territoire d'une manière ou d'une autre. C'est ça la différence entre l'autre patron. L'autre patron qui arme, qui équipe, qui est maître du jeu, qui est là, qui joue à l'hypocrisie. L'autre maître joue à l'hypocrisie. Aujourd'hui, je ne veux plus évoquer son nom. Il a dit l'autre, et tous ceux qui me suivent savent que l'autre maître dont je parle connaît bien l'autre maître. Vous voyez, c'est un peu 8 ans, 10 ans, ils peuvent être sur le territoire et même avoir même des émissaires qui discutent avec ces rebelles, des émissaires qui se voient à l'Élysée, enfin, qui se voient là, je ne veux pas, quand je parle l'Élysée, donc on comprend. L'émissaire qui dit, cet émissaire-là qui est partout, qui est avec les officiels, qui est avec l'état-major de ce groupe, de ce pays-là. Bon, donc, voilà un peu l'hypocrisie. Mais je crois pour les Russes, quand même, on n'a pas cette hypocrisie-là. Ça y est, il y a du concret. On voit quand même un concret, mais attention, il faut pas, on ne va pas continuer par dépendre de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes en Afrique, nous soyons maîtres de notre propre destin. Pour ne pas toujours solliciter. Demain, ça sera la Turquie. Demain, jamais. Demain, ou bien déjà, Turquie est déjà à nos portes. La Turquie est déjà là. Donc demain, c'est l'armée turque qu'on va solliciter. Alors nous, on va où? Turquie, c'est un pays. Un pays de 700 000 km². Par rapport à un continent de plus de 30 millions de km². Voyez-vous la comparaison? Alors, la sortie de l'Organisation des Nations Unies, Germain Pouli, selon vous, ce n'est pas une sortie en pointe d'hypocrisie. On sait tout ce qui se passe en République centrafricaine entre les forces de l'ONU et puis les forces de Wagner et d'autres forces également. Et on voit souvent la France qui, on a l'impression qu'elle se cache derrière l'ONU, l'Union européenne pour dénoncer les choses en Centrafrique.
Bon, peut-être oui, peut-être non. Moi, je pense que la sortie de l'ONU est normale. C'est un langage diplomatique, mais en même temps, c'est dans son cahier de charge. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait deux types de groupes armés, les ex-Séléka qui sont arrivés au pouvoir en 2012-2013 Avec Jotodia. Avec Michel Jotodia. Qui sont pratiquement des gens soutenus par le Tchad et qui sont généralement assimilés à des musulmans et donc qui ont commis des exactions qui ont amené à la création des anti-Balaka dans les années 2014. Donc là, les exactions dont on parle, c'est les milices chrétiennes. Quand on les assimile aux anti-Balaka. Donc, ce n'est pas eux qui ont été pourchassés par Wagner. Ceux qui ont été pourchassés par les Rwandais Wagner, la plupart sont dans la nature et leurs chefs ont replié pratiquement au Tchad. Donc, il s'agit d'un groupe d'autodéfense qui n'a pas trop de soucis avec le gouvernement, qui est là, mais qui a commis des exactions. Donc l'ONU dénonce actuellement, parce que comme on le disait, ce n'est pas, comme je le disais, les autres sont dans la nature. Ils peuvent aussi répliquer et faire des exactions sur des populations civiles. Donc la sortie de l'ONU, c'est bien, mais au-delà de l'ONU, qu'est-ce que toutes ces puissances-là font? Parce que, comme le disait Pasteur, ce sont ces puissances-là qui fournissent des armes à ces rebelles-là, qui entretiennent ces conflits-là avec une situation un peu stable. L'ONU est là pour stabiliser la chose, mais le problème n'est jamais réglé. La tendance aujourd'hui, en allant vers les Russes, c'est que, bon, en si peu de temps, ils ont permis au président centrafricain de conquérir une bonne partie du territoire, la quasi-totalité, de mettre en déroute les rebelles. Ça, c'est l'efficacité. Mais au niveau de l'ONU, on cherche toujours une solution de paix qui implique tous les protagonistes. Donc, qui n'arrive jamais. Aujourd'hui, Touadéra est dans l'organisation de son dialogue. Est-ce que ce dialogue va permettre de régler définitivement le problème? Non. Maintenant, il y a des pays comme la France qui se sont beaucoup investis aussi dans ce pays, même s'il n'y a pas eu trop de résultats concrets. Ils se sont investis et ils n'ont pas envie qu'on leur réserve le second rôle dans ce qui est en train de se faire. Je ne sais pas pourquoi. Et les Russes et les Européens, ce n'est pas seulement en Centrafrique. On a vu un peu au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays, même en Libye. Donc, c'est des intérêts qui sont en jeu et donc ces puissances-là se battent dans nos pays pour leurs intérêts, sauf que nous-mêmes, on ne voit pas directement notre intérêt. Ouais. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve, mes chers invités, Germain Pouli et Pasteur Edo Komi.